français? Allô, allô? Let's start. Yeah, okay. Okay, thank you. Yes, let's start. Ah, the last one we were waiting for. Okay, thank you. Thank you so much. Let's start in English, then we will shift in French as we are in Senegal Pavilion. So we'll have the pleasure to benefit from Anna Maria, who will give us an introduction to this event organized around the linking between research, innovation, and policy funding for climate resilient agropastoralists in West Africa. I'm very happy to be here for this event. I'm working for ILRI, and in principle, my specialty is around livestock. So talking about pastoralism and agro-pastoralism in West Africa is something great for me. I'm principal scientist, economist, working as regional representative for West Africa, ILRI, based in Dakar, Senegal. And my livelihoods and pastoralism, economics, and so on. I'm very happy to be here with this great panel constituted by Dr. Anna Maria She has a good understanding how science can influence policy making processes, and pathway to transform food, land, and water systems, particularly in the face of climate change. She will give us a speech, and I'm really very happy having her with us because she has a broad and comprehensive understanding of what we are trying to do from research to action. In this panel, we will have also Hindu Umaru Ibrahim is supposed to join us. Finally, finally, we'll have her twin. It's a kind of Chadian strategy. Sometimes, they are changing. Hindu will not be here with us because she's too busy, but her sister, Aissatou Ibrahim, she's working with Hindu, will replace her and give us, some good insight about the role of a pastoral organization, civil society or organization based in Chad, but having a broad area of intervention in the world about climate action. The third panelist will be Dr. Abdou Ali. It's the first time for me to meet him here
in Dubai. And, it's a very great for me to discover this kind of, skilled man working, dedicated to research on, on water. He's based at Agrimet Sales in Niamey, Niger. He's a hydroclimatologist, and his work is about monitoring regional water resources and climate risk in sales members countries. He's also qualified as a lecturer, maître de conférence in French, from the French Ministry of Higher Education and Scientific Research. Dr. Ousmane Ndiaye, I have a particular pleasure to have this gentleman here today because I know he's negotiating for Senegal and very busy. And taking time just to come to talk with us is something great. Dr. Ousmane Ndiaye is the director of meteorological operations at ANACIM and co-leading SWIFT. He, helped on working on weather forecasting techniques and establishing robust disaster preparedness systems as the director of meteorological operations. With him, ANACIM has seen substantial advancement in meteorological research, forecasting accuracy, and dissemination of vital weather information to the public and various sectors. Last but not least, I know him very closely. He's a friend, and usually we have, bankers at this side and scientists at the other side, and we struggle to put them together, to talk together. Today we have this great opportunity having Daouda Ndiaye, the head of the Climate Change and Environmental Division at the Islamic Development Bank, based in Jeddah, Saudi Arabia. He's coordinating activities related to climate change adaptation and ensure proper design and effective implementation of climate change adaptation and resilience activities. He was previously a senior climate change specialist at the Adaptation Fund Board Secretariat in DC, and he worked with multilateral and national institutions as a regional technical advisor at UNDP. He will understand very well what we are talking about today because Daouda holds a PhD in ecology and a master's in business administration. He is also a scientist. Let me just take this moment and invite Anna Maria to set the scene. She's very busy. After that, she will, join another very important event too. Then we will shift in French. Sorry for those who are not French speaking. Thank you. Thank you very much for inviting me to open this event. This is a very important event, and I just want to emphasize the title of the event because that's really what we want to get out from this event: how to connect research and innovation to action. And I want to highlight that because I think that we still have a huge gap in terms of that missing middle. So what needs to happen between the research that institutions such as CGR produce and action on the ground, and therefore impact on the livelihoods of smallholder farmers. So this is what we are going to be discussing in this event. And it is very interesting for me because this is what a big team in Africa with our partner African organizations have been working for the past 3 years. So this is the work of ICRA, the project that I just mentioned. ICRA stands for Accelerating the Impact of CGR Climate Research for Africa, and it's basically understanding how to fill that missing middle. How do we go from all the knowledge that CGR scientists have been generating for the past 50 years in relation to climate-smart agriculture, in relation to climate information services, and what do we need to do with our partners to make sure that all that knowledge is translated into action on the ground? How do we make sure that farmers use these solutions, these climate-smart solutions, so that they can benefit from them?
So we are very happy to say that one of the main components that we believe has one of the core elements of this project is understanding how to work together hand by hand with African partner organizations such as AgriMed, such as CORAF, such as Secardesa, Roof Forum, etc. So we have seen a pathway where we, by connecting with these African regional organizations, we have been able to to bridge the gap between these two, between the research in relation to climate solutions and between the action and the implementation. And I would like to use the occasion to highlight that because of the number of farmers that we have been able to reach with these climate smart solutions in association with our partners, there was an announcement this week here at COP28 in terms of the World Bank making available 100 million for the continuation of these activities. How we make sure that we can reach more and more smallholder farmers with these climate smart agricultural solutions combined with climate information services. Another component that is key to this success, and that I think that it's also very relevant in terms of connecting these two sides, it's capacity sharing, capacity enhancement. And that's a lot of work that we, through ACRA, had been doing with organizations such as AgriMed, so that we can make sure that we are building the capacity of the future forecasters. And that through AgriMed, we are able that this is going down into enhancing the skills of the meteorological departments at the country level. So two components that I think that are fundamental in this discussion are partnerships, the importance of partnerships, the importance of capacity sharing, and enhancing capacity skills. I really believe that by working together, we are able to translate that knowledge that many organizations generate to action on the ground. And the invitation for today, for the panel, for the questions, for the brainstorming is how we can do more of this, how we can scale these things that we have seen that are working already, how through regional organizations working together with CGR, with ILRI, with the research community in general, how can we make sure that we not only reach the 5 million smallholder farmers with the solution that we have been able to reach, but that we can reach many, many more farmers in the continent, and that we can make sure that they are using this knowledge to improve their livelihoods. So let me finish with that. Very, very happy to officially open this event, and the best for the discussions that are about to happen. Thanks. So much. Thank you so much, Ana Maria. Just to share these very important ideas with other attendees of this event. Ana Maria a surtout insisté sur comment combler le gap qu'il y a entre la recherche et l'action. Souvent, en Afrique, on entend des chercheurs dire qu'ils ont des résultats, mais qui dorment donc dans les tiroirs. Et cette recherche de connexion entre la recherche et l'action, la politique, les politiques publiques, est devenu un enjeu fondamental, de telle sorte que la Banque mondiale a financé donc un projet qu'on appelle ECRA dans 6 pays africains, avec les centres CIDJ tels que SIAT, Alliance et ILRI, ICRISAT, etc., pour, en partenariat avec les centres nationaux, les institutions nationales, voir comment transférer un petit peu ces connaissances et ce savoir. 2 choses fondamentales pour elle. 1, c'est développer donc ce partenariat, avoir ce partenariat très fort à travers l'Afrique. Et 2, c'est ce partage de capacités. Comment on peut partager ces capacités avec les centres CGR et les institutions nationales qui s'apprennent en fait, chacune apprenant de l'autre, pour voir comment joindre les forces et arriver donc à un impact
surtout au niveau donc, des acteurs. La Banque mondiale vient d'annoncer, je pense hier, un financement additionnel pour continuer un petit peu les activités de ECRA, financement de montant de 100 millions de dollars, qui est quand même un engagement assez fort de la Banque mondiale pour montrer un petit peu sa volonté d'aider un petit peu à mettre tout ça en place. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue au secrétaire exécutif donc, du SILS. Je sais qu'il était dans un event. S'il arrive maintenant, c'est qu'il a pris son hélicoptère pour pouvoir nous joindre. Merci beaucoup, merci. Nous allons profiter de son expérience pour à la fin lui laisser nous tirer donc les grandes réflexions autour des discussions que nous allons avoir. Juste pour continuer, un petit peu, pourquoi il y a ce gap? Il y a ce gap entre la recherche, l'action, les politiques. Il peut y avoir plusieurs angles d'analyse. Je me suis amusé à partir d'un papier que nous avons publié en 2020 sur les gaps de connaissances, sur le knowledge gap. C'était essentiellement donc, pour le pastoralisme. Et puis, on avait dessiné un petit peu ans. Et puis, leur échelle d'analyse vont soit, comme le font les CG, avoir des analyses globales, à l'échelle très globale, ou très c'est le quinquennat, par exemple. Tout ce que vous leur dites, vous pouvez leur dire 6, 7 ans de région en besoin, mais eux, leur horizon temporel, c'est plutôt 0 ou 5 ans. C'est soit maintenant ou dans les 5 ans avant qu'on passe à la prochaine élection. Et puis leur échelle d'analyse, je me suis rendu compte de ça. On a beau mettre des institutions régionales, mais à un moment donné, les États disent, mais bon, nous on s'intéresse à ce qui se passe au Sénégal, on s'intéresse à ce qui se passe au Burkina, au Tchad, etc. C'est très difficile pour le ministère de l'élevage du Sénégal de parler des problèmes du Mali. Donc il y a aussi un problème de légitimité. Et puis ils sont très focalisés sur des actions qui ont politiquement du sens. Et à partir de les actions qui ont politiquement du sens, ils essaient aussi de définir leurs priorités de recherche, d'où des chocs des fois qui se font. Et puis ils sont souvent accompagnés par des technocrates qui ont un horizon de temps et leur échelle d'analyse, leur échelle est plutôt à l'échelle du ménage. C'est mon ménage. Au grand maximum, ça va être le village, mais ça ne les intéresse pas trop d'aller au-delà. Et puis, voilà, leur focus, c'est à voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment les aider pour qu'ils aient un impact donc, sur le revenu et leurs conditions de vie.
Ça, c'était... Ça soit au milieu. Comme ça, les photos vont être plus magnifiques. J'invite aussi Dr Daouda Ndiaye à venir s'asseoir. C'est lui qui a l'argent, il s'assoit où il veut. C'est le banquier. J'invite aussi Dr Ousmane Ndiaye. Il a beaucoup de connaissances techniques, mais pas beaucoup d'argent. Donc, il est un peu comme moi, mais il s'assoit où il veut. Voilà. Et puis, j'invite aussi Abdou Ali, Dr Abdou Ali. Il est comme Ousmane Ndiaye, il s'assoit où il veut. D'accord, messieurs. Pour ce panel, on va rester en Afrique de l'Ouest. Désolé Daouda, toi tu as une vision très mondiale. Mais voir comment diminuer ce gap qu'il y a, faciliter le transfert des résultats de la recherche pour que les chercheurs arrivent à produire des connaissances utiles, des indicateurs utilisables, et que ça soit impactant au niveau donc, des politiques, mais aussi au niveau des petits producteurs. Mais tout ça part dans le cadre de l'élevage. On va aussi se centrer sur l'élevage. Désolé, on ne va pas parler d'agriculture, production, pêche, etc. On va aller sur l'élevage et puis on va aller même encore en dessous sur l'élevage pastoral qui est très spécifique. Mais je parle à quelqu'un qui connaît bien, qui vient du Niger, Abdou Ali. C'est à lui qu'on va poser les premières questions. À chacun des membres de ce panel, on va poser une question sur la foulée, comment mettre en place des stratégies durables et puis une feuille de route dans le cadre de cette nouvelle donne climatique. Thank you, Laura. D'accord, merci beaucoup Abdraman pour cette question relative à la relation complexe entre le climat et l'élevage, tout en sachant que la question tu l'as posée à un climatologue. Donc, certainement, l'analyse va être assez biaisée parce que c'est beaucoup plus les préoccupations du climatologue qui vont être ressorties dans cette analyse. D'ailleurs, la relation entre le climat et tous les secteurs d'impact sont très complexes. Que ce soit l'élevage ou tous les autres secteurs, ce sont des relations très complexes. Ce sont des relations qui sont, dans notre jargon, non linéaires. Et il y a beaucoup d'autres facteurs, en fait, qui rentrent en jeu, qui fait que plus souvent, c'est assez difficile de faire la part des choses, hein, de déterminer quel est ce qu'on appelle l'attribution, ce qui est attribué au climat, ce qui est attribué à d'autres facteurs dans cette relation dynamique entre le climat et le secteur d'impact. Parce que si on regarde d'abord le climat lui-même, c'est quelque chose qui est très complexe. Le climat, les connaissances en matière de climat sont assez dynamiques. Il n'y a pas d'acquis figé en matière de connaissances sur le climat. Nous en avons discuté aujourd'hui et puis dès le début de cette COP-là. L'évolution des connaissances que nous avons au niveau du climat de la sous-région. Et c'est pour cela qu'on parlait de nouvelles données climatiques. Donc, ces connaissances sont assez dynamiques. Ça veut dire que perpétuellement, pour maîtriser d'abord le volet climatique à lui seul, il faut avoir une mise à jour continue de ces connaissances. De l'autre côté, l'élevage est certes... Non, pardon. Voilà, l'élevage pastoral. Bon, c'est toi le spécialiste. Hein? De l'autre côté, l'élevage pastoral, effectivement, est certes un secteur d'impact comme les autres, mais il a des spécificités du fait qu'il y a beaucoup de dynamiques internes, en fait, au niveau de l'élevage pastoral, qui sont des dynamiques assez évolutives aussi au niveau de l'élevage pastoral. Donc, faire le lien entre deux secteurs qui sont tous les deux très évolutifs, hein, où il n'y a pas d'acquis figé, c'est assez complexe. Et nous savons qu'il y a des relations très fortes, certes. Il y a des relations très fortes entre l'élevage pastoral et le climat. Et nous savons que le mouvement vraiment des éleveurs
globalement, on peut dire que l'un des facteurs majeurs de ce mouvement-là, c'est le climat. Que ce soit par rapport aux ressources pastorales, que ce soit par rapport à la disponibilité de ressources en eau, le démarrage des saisons, les fins des saisons. Donc, c'est vraiment, le climat est un facteur majeur dans cette dynamique de l'élevage pastoral. Mais quand on regarde les choses, qu'est-ce qui accentue davantage cette complexité? Du point de vue du climatologue, c'est que peut-être on n'a pas tout le temps une bonne visibilité des questions, des données, comment les choses sont structurées au niveau de l'élevage. Je vais être un peu plus clair par rapport à ce point. Quand on regarde le climat, nous avons par exemple les institutions nationales de climat, les services météo. Nous, on suppose que toute information, toute donnée dont on a besoin relativement au climat peuvent être retrouvées dans ces institutions-là. Donc, on a quelque chose qui est bien structuré du point de vue information, du point de vue données relatives au secteur du climat. Mais on n'a pas forcément cette même organisation, de notre point de vue, au niveau de l'élevage, où on a l'ensemble des données dont on a besoin, non seulement sur le plan biophysique, mais également sur le plan vulnérabilité, sur le plan comportement socio-économique. On n'a pas cette visibilité très claire d'un portage institutionnel de l'organisation d'une telle base de données où on peut venir travailler et puis avoir clairement tout ce dont on a besoin relativement au secteur de l'élevage. Ça fait pour les climatologues un problème. Le deuxième problème que je voulais citer, c'est on n'a pas beaucoup de thématiques. Par exemple, on a par exemple ce qu'on appelle agroclimatologie. Donc, c'est des spécialistes qui travaillent sur les liens entre le climat et l'agriculture. Nous avons des hydroclimatologues. Ce sont des spécialistes qui travaillent entre le secteur, les relations entre le secteur du climat et des ressources en eau. Par contre, je connais très peu de ce qu'on peut appeler des geleveurs climatologues, c'est-à-dire des thématiciens qui sont vraiment assez spécialisés sur ces questions de relations entre les deux secteurs. Donc voilà. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Stratégie. Donc stratégie, il faut renforcer la recherche. Investir dans la vision des institutions qui sont mandatées pour faire la recherche, qui sont mandatées pour faire de l'innovation. C'est beaucoup plus durable. Renforcer les capacités des institutions et puis aussi renforcer les dispositifs de collecte de données parce que le nerf de la guerre au niveau de la recherche, c'est les données. Donc investir sur ces deux aspects-là me semble assez pertinent pour pouvoir avancer sur cette question. Merci beaucoup. Merci. In a short, for those who are speaking very well French. For Abdou Ali, we have two entities which are complex. So there's two complexities. Conductors, on one entity that can be more complex, and we have a problem seriously to get refined knowledge on livestock systems in West Africa due to lack of data, lack of maybe research, and this can, conduct to this very complex relationship between climate and livestock. And for him, the main strategy should be to have a clear orientation on data collection, working more on this kind of research to produce knowledge-based, evidence-based knowledge that can help a lot to better understand what is happening between climate change and livestock in West Africa mostly. Thank you so much, Abdou. I think we will have the same question. On va avoir à peu près la même question, mais posée à un météorologue, donc aussi climatologue, si j'ai bien compris. Donc j'ai mal choisi le panel, il fallait quelqu'un. Comment Abdou dit qu'il faut accélérer, il faut avoir cette production de connaissances basée sur des preuves. Comment accélérer ça? Comment accélérer dans ce contexte où on est conscient de cette complexité qu'il y a, particulièrement donc en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, et puis quelle stratégie mettre en place pour accélérer un petit peu cette dynamique-là?
Merci beaucoup, merci Juan. Et bonjour à tout le monde. Et c'est un grand plaisir de partager ce panel-là avec des experts. Donc, je vais répondre à cette question aussi. Building. Je pense qu'on connaît ce qu'on appelle agrométéorologie, mais quelqu'un qui travaille sur ces questions sylvopastorales, en venant d'un angle climatique, je pense qu'on n'a pas ça. Je pense qu'il faut le reconnaître. Et regardons les bulletins qu'on a. Combien de bulletins agrométéorologiques, combien de bulletins hydro qu'on a, combien de bulletins sur le pastoralisme qu'on a. Il n'y en a presque pas. Donc je pense que c'est important. Maintenant, pour Bridge the Gap, je pense qu'il y a cette histoire de communication, formation qui me semble importante. On essaie de voir comment former nos gens pour prendre en charge cette question-là. L'autre chose qui me semble importante aussi, c'est faire que les produits ou les travaux qu'on est en train de faire soient centrés aux besoins des nomades et des agropasteurs. Ça, c'est important pour moi. Il faut que la recherche soit vraiment dirigée par le besoin. C'est vrai qu'il y a des publications, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui travaillent, mais les questions fondamentales au niveau que les pasteurs ont besoin, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Nous, à l'ANACIM, on nous a fait la remarque. On avait travaillé beaucoup sur des questions d'agriculture. On a mis un système d'alerte précoce. Après, les gens nous ont dit que mais vous avez oublié complètement, n'est-ce pas, l'aspect élevage. Parce que, tout simplement, en général, les gens mélangent, mais toujours l'élevage dans l'agriculture, et que c'est complètement différent. Et je pense qu'il y a des choses à prendre en charge qui me semblent importantes. Aujourd'hui, on sait que notre élevage est, en tout cas, sur le plan nomade, en tout cas, les gens font de grandes distances pour aller chercher de l'eau. Et la grande question qu'on se pose en des périodes de soudure, en des périodes de mois de juillet, etc., où il manque un peu d'eau, commence au Sahel, surtout au nord du Sahel, là où nous sommes. En tout cas, l'herbe commence à s'installer, ça pose beaucoup de problèmes avant. Donc il faudrait vraiment les orienter. Et ça pose un problème. Les orienter là, il faut aller pour trouver de l'eau et pour trouver de l'herbe. Et je pense qu'il y a des produits que les climatologues peuvent développer, parce qu'ils connaissent dans la prévision saisonnière où sont les premières pluies, n'est-ce pas? Et on connaît un peu la cartographie des zones où il y a de l'eau, des mares et autres, des cours d'eau, des petits cours d'eau. Donc il est important que ces produits-là puissent exister. Un des grands autres problèmes qu'on a, c'est que ces nomades-là se déplacent sur des distances très très longues. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, je pense que tout le monde le sait, avec le changement climatique, les vagues de chaleur vont être de plus en plus importantes. Donc on est obligé de voir comment les orienter, comment les conseiller, des moments à se déplacer et des moments à se déplacer moins à cause de cette contrainte-là de vagues de chaleur qui sera de plus en plus prépondérante. Et on est en train de voir ça. L'autre question, c'est le conflit agriculteur et pasteur. Je pense que ça continue. Il faudrait qu'on essaie de voir comment trouver des chemins de passage à ces gens-là. Et des chemins éclairés par l'information climatique. Voir les zones où les gens doivent aller potentiels et voir comment aller trouver des passages pour qu'ils aillent. Donc ces questions-là existent et je pense que ça me semble important aussi. Ensuite, de plus trouver le bridge qui existe entre les climatologues d'un côté et les gens qui travaillent sur ces questions pastorales. Je pense que la recherche s'est un peu développée. Je pense, bon, le Sénégal que je connais, avec ce que l'ISRA a fait, etc. Mais je pense que ce qui manque, c'est de trouver les gens qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, nous, on a travaillé un peu avec une association, n'est-ce pas, d'éleveurs, n'est-ce pas? Mais on a trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui posent comme question, surtout les maladies, n'est-ce pas? Les maladies, les zoonoses, les maladies qui sont transmises. Et ces maladies-là peuvent être influencées par le climat. Et en général, ça apparaît lors des climats. Aujourd'hui, nous, on avait développé un bon système de vagues de chaleur et on a commencé à le mettre en place. Mais la question qu'on a reçue, c'est que qu'en est-il des vagues de fraîcheur? On ne réfléchit pas dans le cadre de l'élevage. On nous dit que c'est très important. Les éleveurs, leur problème majeur, c'est les vagues de fraîcheur. Est-ce qu'il y a un système d'alerte précoce sur les vagues de fraîcheur? Et on a commencé à retravailler notre modèle pour voir comment définir vagues de fraîcheur, quelles sont les périodes où on les a. Et ces phénomènes-là, quand je parle avec les prévisionnistes, c'est des choses qui sont facilement prévisibles. Parce que ça ne se passe pas en général dans la saison pluvieuse. Ça se trouve lors des pluies de Hug durant la saison sèche. Et en général, le système qui les donne naissance, c'est des systèmes que les gens prévoient très très bien. C'est des choses qui nous viennent au nord. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait développer. Ce que je veux simplement dire, à côté de cette histoire de renforcement de capacité, pour créer ces formations-là, et là, je lance un clin d'œil à l'agrimètre pour qu'on puisse avoir ces filières-là qui existent, je pense qu'il faudrait trouver des systèmes de coproduction entre les climatologues d'un côté et les pasteurs vraiment au plus bas niveau, et de développer les produits qui sont adéquats. Mais ces produits-là doivent être vraiment une demande qui vient de la base, pas simplement des chercheurs
qui ont des questions, c'est vrai, importantes à développer. Mais en général, on trouve que les chercheurs, il y a des trucs de publication qu'ils veulent faire et autres choses. Et c'est important dans le cadre du développement que vraiment qu'on mette le pasteur au centre de notre en tout cas, recherche. Et ça me semble important. Aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé, il y a ce financement-là que la Banque mondiale va mettre à la disposition de ECRA. Et je sais que ECRA est important dans Klimbe pour développer ce genre de questions. Il est important, dès le départ, de positionner vraiment la question essentielle. Quelles sont les priorités? Priorités pour le développement. La recherche a toujours des priorités, mais priorités pour le développement, pour essayer de résoudre ça. Donc je pense pour moi, ce sont les questions qui sont fondamentales et qu'il faudrait essayer de résoudre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très très clair. He went beyond, the training, capacity building, and others. He think in West Africa, we need also to have more focused research on livestock. He confessed, even at ANASIM, that was a bit neglected. They have many bulletins for crop producers and for fisheries and all the sector, but they still struggling to produce something around livestock, and that would be essential. And the second point, he would like to promote this demand-driven research. Sometimes, scientists, we have our research agenda. For him, that would be very helpful, taking account what are the real needs of people living in the ground, pastoralists and others. And like Abdul Ali, he point out the thing that there is no climatologist, pastoralists. We have climatologists working on water and things like that, but nothing about pastoralists. That would be something very helpful to do. We have some research, but need to have more coordination on this and produce what we can call solutions. But that is a real need we can have. They will complete if it's not so complete. It was in short. Just coming back to society, Aïssatou, il dit qu'il faut que la recherche parte des besoins des éleveurs. Vous représentez les éleveurs, vous représentez un petit peu les populations, les peuples qui sont un peu marginalisés. Je mets ça entre parenthèses. Quand vous entendez cette discussion entre des chercheurs et des décideurs politiques, et au milieu, est-ce que votre voix se fait entendre dans la formulation des politiques d'élevage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment pris en compte dans tout ça? Est-ce que les chercheurs viennent vous voir pour connaître vos vrais besoins? C'est tout un ensemble de questions qu'on aimerait vous poser. Et puis vous aussi, qu'est-ce qu'on devrait faire pour, s'il y a un gap entre ces deux phénomènes, qu'est-ce qu'il faut faire pour combler ce gap-là? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Aïssatou Oumarou Ibrahim. Je suis la coordinatrice adjointe de l'Association des femmes Peul et peuples autochtones du Tchad. Je suis aussi la vice-coordinatrice quand des éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pète. Alors, je pense que les deux, ce sont les gros éléphants qui sont en train de se discuter. Et en fait, c'est nous qui sont en train de subir la vraie chose, le vrai impact des changements climatiques, c'est nous. Alors, vous savez, quand vous parlez des recherches, surtout par rapport aux prévisions, par exemple, moi, dans mon organisation, nous avons eu à organiser une étude sur une seule connaissance traditionnelle sur la prévision météorologique de Peul. Alors, cette recherche-là a été commencée en 2006 et ça continue jusqu'à là, ce n'est pas fini. On a eu à réunir plusieurs pays sahéliens, entre autres le Burkina, le Sénégal, le Niger, le Mali, le Tchad, le Bénin, ainsi de suite. On a regroupé tous ces peuples-là pour faire la prévision, pour
leur demander comment ils font la prévision météorologique. Parce que vous savez, en ce qui concerne l'adaptation, il est très important de connaître les signes de la nature pour prévoir la météo. Et là, c'est ce qu'ils avaient dit, c'est impacté par la démographie, la zoonose, l'obstruction de couloirs de transhumance, ainsi de suite. Alors, cette étude-là, nous, en tant que peuple autochtone, nous avons ces connaissances qui sont, comme on peut dire chez nous, à gogo, qui sont vraiment nombreuses, qui nous permettent de nous adapter. On a pris juste la connaissance sur la prévision météorologique et un peuple peut vous prévoir s'il va pleuvoir dans 1 heure, pendant la matinée ou l'après-midi. Il peut vous prévoir la pluviométrie hebdomadaire, mensuelle, annuelle, mais jusqu'à décanaire. On peut faire cette prévision-là et on a eu à travailler avec l'agence de la météorologie tchadienne. Et jusqu'à là, ce n'est pas fini. En fait, ce que je voudrais dire par là, c'était quoi? C'est juste pour vous dire que nous, les peuples autochtones, les Peuls, les éleveurs en général, nous avons des connaissances qui peuvent permettre et faire avancer les recherches en ce qui concerne l'adaptation, tout ce qui est en lien avec l'environnement. Parce que l'environnement, c'est nous, la nature, c'est notre mère. Nous vivons dans ça, nous mangeons de ça et nous buvons de ça. Donc, du coup, nous sommes là et nos connaissances nous aident à nous adapter le plus. Je voudrais parler aussi un peu de la résilience. Vous avez parlé de la résilience, oui, on l'a fait, on l'apprend même aux autres. Mais maintenant, nous sommes impactés tellement par le changement climatique que nous avons perdu la plupart de nos bétails. Nous avons des difficultés d'avoir des couloirs de transhumance parce qu'il y a la démographie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a l'accès aux points d'eau. Il y a des efforts qui sont faits par les pays où ils mettent des puits pastoraux, ils essayent d'aménager certains couloirs de transhumance. Mais en réalité, ça ne suffit pas parce que quand vous mettez un point d'eau, vu les difficultés d'eau que nous avons dans les Sahel, que vous connaissez tous, eh bien, tout de suite, il va y avoir des villages qui vont s'installer autour de ça. Quand on dit village, on dit les champs, on dit l'obstruction de couloirs de transhumance, d'accès à l'eau, ainsi de suite. Alors, tous ces problèmes-là nous confrontent à ce que la société civile essaye d'avoir des organisations, des bases, mais aussi il y a des leaders des réseaux qui sont là pour pouvoir essayer d'aménager un peu les choses. Et ce n'était pas suffisant parce qu'il nous faut le code pastoral dans les pays, mais aussi le code pastoral du Sahel. Pourquoi ne pas faire un code pastoral du Sahel dont tous les pays peuvent être signataires? Il y a d'autres qui font des résolutions, des chartes, d'autres, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on élargisse. Mais il faut aussi répliquer les bons exemples qui sont dans certains pays. Il y a le Niger qui a une partie où il y a des éleveurs qui descendent à un moment où ils doivent repartir. Il y a le code pastoral, je pense, du Bénin ou un truc comme ça, qui est aussi quelque chose de très important dont on peut répliquer dans le Sahel et ça peut vraiment nous aider en tant qu'éleveurs et en tant qu'agriculteurs. Si on va bien, les agriculteurs viennent derrière le couloir, les endroits des éleveurs parce que ces endroits sont riches. Nous faisons la régénération du sol, nous faisons tout en utilisant la transhumance, même c'est quoi d'abord? C'est juste pour permettre la régénération et nous permettre de nourrir nos bétails qui sont nombreux. Donc, je pense que je ne vais pas être très longue. Very interesting, très intéressant. Merci beaucoup. She had 3 acts of communication. One about the need to mainstream indigenous knowledge, a greater inclusion of local knowledge. And because Fulanis, she's representing Fulani people, and they have some mechanism to doing some climate, some weather forecast. And for her, that will be also important for research and policy to take into account this aspect. The second axis was about resilience,
with growing shocks we have in the Sahel, she noticed more and more losses, and the resilience is more and more weakened, and she thinks that would be also good having a kind of regulation, having some pastoral codes at national level. And she advocates also having a pastoral code for the whole Sahel due to interconnection between the countries. I don't know, I'm getting old. I forgot the third axis, but that would be okay, I think. J'ai oublié le troisième axis, mais c'est pas grave. Pardon? Voilà, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, mais je pense que cette inclusion de la société civile, même dans l'aide à la formulation des politiques, ça doit être très important. Moi, je connais mieux le Sénégal où je vois de plus en plus la société civile qui s'invite dans ces débats, même si ce n'est pas toujours facile, et qui souvent en alerte par rapport à ces questions-là. Let me jump to the guys with money. Daouda, nous avons un problème. Les banquiers ne s'intéressent pas au pastoralisme, à l'agropastoralisme. Les banquiers ne s'intéressent pas à un secteur qui d'abord assure la sécurité alimentaire, fournit des protéines alimentaires, un secteur qui permet quand même d'aménager des zones, d'être dans des zones qui sont marginalisées, il n'y a pas d'agriculture, et qui crée de l'activité et de la richesse dans des zones où on pense qu'on ne peut rien faire. Mais malgré ça, et puis dont la contribution qui est toujours sous-estimée, leur contribution à l'économie nationale, au secteur agricole, est toujours sous-estimée, mais tout le monde reconnaît maintenant de plus en plus que ça contribue énormément. De sérieux problèmes d'investissement, de financement. Très peu de banquiers s'intéressent. On a la Banque mondiale qui vient de plus en plus s'intéresser à ce secteur. Mais comment toi, en tant que banquier qui a un mandat, je suppose, international, comment à plus petite échelle, des agropasteurs peuvent rentrer dans tes plans? Comment aider à combler ce gap de financement pour les pays? Vous vous adressez aux pays, mais comment vous assurer qu'il y aura ce ruissellement de ce financement jusqu'au niveau des agropasteurs? Donner de l'argent aux pays, on est d'accord, mais comment vous assurez? Quel mécanisme vous utilisez pour dire effectivement c'est les populations qui en ont le plus besoin qui vont recevoir? Et puis, je me rends compte aussi de plus en plus, c'est la deuxième question, qu'il y a des fonds qui sont disponibles dans certains endroits. On parle du fonds vert, on parle de beaucoup de choses. Et j'ai cru comprendre qu'on a encore un peu de problème, de capacité à accéder même à des fonds qui sont disponibles. Toi, en tant que banquier, comment tu vois tout ça? Ne me parle pas de recherche, on a déjà parlé de recherche, je sais que tu es un chercheur, mais en tant que banquier, qu'est-ce que ça te donne comme... Non, merci. Merci pour la question et merci pour l'invitation. Je crois que déjà dans l'introduction, étant donné que il y a un projet de la Banque Sénégal, je crois que la BID a déjà participe actuellement à appuyer le plan national de l'élevage au Sénégal. Il y a un projet qui est en cours dans le Ferlo, si je me souviens bien. Et donc, évidemment, notre point d'entrée, c'est le gouvernement, ça c'est sûr. Mais les projets sont portés par les ministères techniques. Et les ministères techniques
travaille avec les organisations de base sur ces problématiques. Également, on a également essayé de voir une approche régionale. Il y a eu également un projet de la BID qui a travaillé sur le Sahel, et c'était un projet agropastoral sur le renforcement de la résilience dans le Sahel. Et je crois qu'on a travaillé avec Agrimet. Il y avait également d'autres organisations de recherche qui étaient impliquées. Donc, il est clair qu'au niveau économique, l'élevage joue un rôle qui est évident. Ça, c'est clair. Maintenant, avec les crises qui se sont passées, notamment la crise Covid, également ce qui s'est passé en Russie et en Ukraine, on voit que les États sont vraiment dans une option de renforcement de la sécurité alimentaire. Et donc, dans ce cas précis, on voit qu'il y a de plus en plus, et la BID de l'appui, des projets d'agropoles. Vous avez vu au Sénégal, les agropoles nord, sud, centre, cofinancés par la BID, tous ces agropoles. Et on essaie de voir dans ces agropoles toutes les filières. Et donc, l'élevage, je crois que dans le cadre de l'agropole centre, il y a un point sur l'élevage, mais il faudrait que je vérifie. Mais juste pour dire que ce sont des points qui sont importants pour nous et qu'on appuie. On voit non seulement le côté économique, on voit l'importance de la chaîne de valeur. Et ici, la chaîne de valeur lait ou la chaîne de valeur viande est très claire. Et on voit de plus en plus qu'on va vers cette optique-là d'appuyer la chaîne de valeur. Maintenant, évidemment, ça, ce sont les ressources internes. En ce qui concerne les ressources externes, comme tu l'as si bien dit, on travaille également avec les gouvernements pour essayer de leur faire accéder à ces fonds. Bon, le problème de capacité, oui, il existe. Le problème de langue également. On a vu que tous les projets sont soumis en anglais et que les organisations, par exemple, si les organisations de base veulent accéder à un certain niveau de financement, là, on voit qu'il y a même un problème de capacité d'absorption. Même au niveau des institutions techniques, il y a un problème de capacité d'absorption. On ne peut pas développer un projet de plusieurs dizaines de milliards et se retrouver à faire un décaissement qui est un niveau de décaissement qui est très bas. Et le décaissement, ça c'est très important pour des banques comme nous. Nous voulons voir du décaissement. Et donc, il y a des problèmes qu'on a identifiés, mais on essaie en tant que MDBs, toutes les banques de développement, d'augmenter nos financements en adaptation. Et je crois que l'élevage et les écosystèmes même de l'élevage, la réhabilitation des terres, réhabilitation des écosystèmes, renforcement des écosystèmes, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'adaptation. Nous savons qu'il y a des gaps, mais on essaie de travailler avec les pays pour adresser ces gaps. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Il ne nous a pas dit où sont les milliards, mais ça nous rassure. Ils sont très bons là-dedans. Just to say that in a short, there is a kind of awareness about the importance of livestock, its contribution to food security, contribution to GDP and ag GDP. They know that. And for him, as I said, we have some initiative coming from the World Bank. This indicates they are keen, they are will to
have to have interventions in this sector. He described some intervention from the Islamic Development Bank in Senegal at national level. The entry point is the government. They are working with government. And also there are some intervention at the regional level, and they are working with agreement seals. Regarding this problem to access to available funds, it's not only about capacity. That's a problem, of course, technical capacity to access to these available funds. Something we are not talking a lot is about this, all documents are written in English, and sometimes, we have also said this problem to access to, to this kind of mechanism. The other thing, if it's about pastoral organization and so on, of course, there is also a need to develop their capacity also to formulate their needs and their funding needs. Another aspect very important is about the way the beneficiary can use the fund available from the bank. This is a kind of indicator. I don't know how you call it in English, taux de décaissement. Disposal rate? Disbursement rate. Okay. This is also something very important. It's a good indicator monitored by Basel's Bank, and I think that's something on which people have to think about a lot. Thank you, Dauda, and for this insight. And I think that's very helpful to know that you are fully involved in the development of these sectors. Yeah. On va arriver donc aux de questions et réponses. Ils sont là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, à les challenger. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on prend une liste ou... D'accord. Merci beaucoup. Merci Abdourahmane. Je m'appelle Mamoudou Ndong Touré. Je suis conseiller technique changement climatique au sein de l'ONG Save the Children et aussi membre du COMNAC. Donc moi, les questions d'élevage m'ont toujours intéressé. Donc je suis géographe à l'origine et j'ai travaillé sur les questions d'élevage pastoral en lien avec la géomatique. Mais j'ai aussi eu la chance de travailler dans le cadre du programme Approche territoriale du changement climatique, où nous étions dans la zone du Ferlo à faire des analyses de vulnérabilité. Et en discutant avec les pasteurs, notamment sur les épisodes climatiques extrêmes, ils nous ont parlé de cette vulnérabilité face aux vagues de froid et aux pluies hors saison. Donc cette année, je pense que c'était en 2002, ils ont perdu pratiquement plus du tiers de leur bétail. Et la question, c'était en 2002. Aujourd'hui, on est en 2023, 21 ans après. Si le même phénomène climatique se produit, on va peut-être avoir encore les mêmes conséquences. Maintenant, la question est de savoir, pour renforcer cette résilience des communautés pastorales, en intégrant les questions climatiques, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, c'est juste cette question-là que je voulais porter à l'assistance. À tout le monde. Oui. D'accord. Merci de me donner la parole. Je suis Madame Diagne Mami Thioro Diouf, coordinatrice des projets à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Les différentes interventions ont mis en exergue le fait que l'élevage a été toujours le parent pauvre dans le domaine non seulement de la recherche, mais également des produits que l'ANACIM notamment et des autres organismes offrent à ce secteur.
Il y a du travail à faire, on s'en rend compte, mais on n'a pas le temps aujourd'hui de prendre tous les mécanismes qui ont été mis en œuvre pour l'agriculture et qui ont permis aujourd'hui d'avoir des produits qui sont parfaitement produits adaptés à l'agriculture. On n'a pas ce temps-là parce que les éleveurs, justement, ces cibles subissent de plein fouet les effets du changement climatique. À mon avis, il faudrait se pencher sur quels sont les mécanismes qui ont été mis en œuvre durant toutes ces années pour prendre en charge la question de l'agriculture et très rapidement sortir une stratégie qui permet à très court terme de créer ce cadre de concertation pour non seulement connaître les besoins spécifiques des éleveurs, développer des produits et des services, faire de la recherche qui entre justement dans le cadre de faire en sorte que ce secteur soit pris en compte très, très rapidement. Ça, c'est juste une recommandation que je fais, de savoir quels sont les mécanismes qui ont été mis en œuvre, qui ont réussi, qui vont permettre aujourd'hui très rapidement de prendre en charge les besoins spécifiques des éleveurs. Donc, la dernière intervention que je voudrais faire, c'est par rapport justement aux partenaires techniques et financiers qui nous aident beaucoup. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a une possibilité de savoir cette aide qu'on a reçue de ces partenaires, à quoi est-ce qu'elle nous a servi? On a fait des évaluations peut-être, mais est-ce qu'il ne faudrait pas repenser justement cette aide pour voir comment fédérer ces efforts? Parce que j'ai l'impression qu'on finance énormément les différents secteurs, mais l'impact sur l'utilisateur final n'est pas très ressenti. C'est une impression, mais peut-être aussi qu'il y a des évaluations qui permettront de venir contre cette pensée. OK. Donc, ce que j'ai noté, c'est plus des contributions qu'on a eues. Pour les prévisions de plus de hug, comme on les appelle, et des vagues de fraîcheur, effectivement, nous tous, on connaît ces événements-là extrêmes qui ont décimé beaucoup de cheptels. Donc, aujourd'hui, il y a ces prévisions-là qui sont faites. Mais le problème, c'est peut-être de mettre en place un système d'alerte précoce, comme on l'a dans les autres, pour pouvoir prévenir et cibler ces éleveurs-là. Là, nous, comme Mme Diagne l'a dit, on pense qu'on a pêché au niveau de l'ANACIM, de la météo du Sénégal. C'est parce qu'on n'a pas un produit dédié. Mais on fait une prévision de tous ces phénomènes-là. Mais ce qu'ils demandent, c'est un produit dédié, évalué par les éleveurs, fait avec les éleveurs et au bénéfice des éleveurs. Je pense que cette approche-là de service qu'on a fait avec l'agriculture, c'est pour cela qu'il disait de faire le parallélisme, je pense que ça qui est important. Et c'est là, je pense, qu'on va faire avec One. Je pense qu'on a discuté un peu pour voir comment on va mettre nos capacités en commun. Parce que pour des questions de vulnérabilité, d'autres, ils ont beaucoup de savoir-faire. Nous, on sait faire la prévision du temps. Je pense que si on met ça ensemble, avec bien sûr les associations d'éleveurs avec qui on a déjà contacté, on peut faire des choses. L'autre question sur les évaluations, je pense que je vais laisser à Daouda. Mais je pense que c'est des questions très importantes. Quel est l'impact de vos financements sur les éleveurs? Tu donnes la balle. Merci beaucoup. Alors, moi, je pense que chez nous, au Tchad, pour le moment, on ne connaît pas vraiment cette vague de fraîcheur qui dissémine les cheptels parce que là, il y a une petite différence climatique dans ces zones-là. Mais tout de même, nous, on a d'autres problèmes aussi en lien avec le climat qui sont les pluies. Parfois, elles viennent vraiment beaucoup nombreuses. Il y a beaucoup d'inondations et on est obligé d'aller beaucoup plus au nord. Et parfois, les pluies ne viennent pas vraiment autant que nous voulons. Nous allons beaucoup plus au sud. Et ça nous cause des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs. Et sur ce, il y a des projets, par exemple, comme le projet qui a été piloté par Dr Ahmad Hassan et le projet sous-régional PRAPS, qui a pris beaucoup des aspects dans ce sens. Donc, ça, c'est un problème. La deuxième partie, c'est qu'il y a effectivement un problème d'accès direct au financement par les organisations des éleveurs. Généralement, les éleveurs, je ne sais pas dans d'autres pays, mais au Tchad, on a un problème d'accès à l'éducation. On n'est pas allé à l'école, la plupart. Je peux dire jusqu'à 1% de garçons qui sont allés à l'école, donc n'en parlons pas pour les filles. Donc, du coup, on a des difficultés à avoir des documents
à répondre aux appels à projets et surtout le problème d'accès direct au financement. Mais de nos jours, quand même, il y a des organisations, des regroupements, des réseaux sous-régionaux qui sont capables d'absorber jusqu'à plus de 10 millions de dollars en Afrique centrale. Je ne sais pas en Afrique de l'Ouest, mais il y a le REPALEAC actuellement dont je suis la vice-coordinatrice. Nous nageons vers les entre 25 et 100 millions de dollars que nous absorbons par année auprès de partenaires que nous utilisons. Alors, je pense qu'on a besoin aussi de flexibilité en ce qui concerne l'accès direct au financement. Et pour appuyer ce que Madame a dit, effectivement, les banques appuient les ministères, le gouvernement, ainsi de suite. Mais il est très difficile que le gouvernement puisse nous appuyer directement en tant que société civile. Peut-être ils le font, mais ils ne le voient pas de notre œil. Nous avons des visions différentes. Et du coup, si vous utilisez un projet de 10 000 dollars que vous donnez directement à une organisation de base, elle a plus d'impact que le projet que vous donnez à un ministère de 10 millions de dollars. Donc, du coup, il y a une différence vraiment sur ce point que les banques devraient vraiment revoir cette manière, les partenaires en général. C'est pour cela que dans les COP passés, nous avons beaucoup crié sur l'accès direct au fonds. Nous n'avons pas les capacités de répondre. Nous n'avons pas les capacités parfois de vous justifier certaines choses parce que si j'appelle quelqu'un d'un village à un autre, il se déplace et autres, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment les questions qui sont là, mais quand même, ça va dans le sens de la question de madame. Donc, nous voulons vraiment le concret, parce que nous sommes capables de gérer nos animaux, nous sommes capables de gérer les personnes, nous sommes capables de gérer effectivement les financements qui se font. Donc, voilà en quelque sorte ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tout dit, hein. Vraiment. Oui, bon. L'évaluation, l'efficacité de l'impact. Il faut qu'on se rende compte d'une chose. Le projet, c'est le projet de l'État. La banque finance, l'État rembourse. Donc, ce sont vos impôts. Donc, si vous nous demandez à nous quel est l'impact de vos projets, voilà où se trouve le problème. C'est-à-dire que dans l'élaboration même du projet, si le projet a été bien élaboré, accompagné par les équipes techniques de la banque et qu'il y a un cadre qui définit très clairement quels sont les résultats attendus, quels sont les impacts attendus. Mais évidemment, il y a des systèmes en interne, il y a l'évaluation, il y a le rapport final du projet, l'évaluation, etc. pour montrer quelles sont les leçons apprises, où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché, et puis après voir pour la suite. Bon, le développement, c'est continu. Donc, il faudrait qu'on ait des cas concrets, que vous m'expliquiez des cas concrets sur lesquels on pourrait peut-être discuter et voir là où il y a eu des lacunes et là où il faudrait peut-être qu'on fasse plus d'efforts. Mais la tendance, c'est de toujours demander des financements, mais le problème, c'est vraiment d'avoir un plan qui assure vraiment une transformation dans le secteur et sur une durée et avec des résultats concrets. Ça, c'est le problème. Donc, par exemple, je retiens de la discussion ici un produit concret que l'ANACIM, sur lequel l'ANACIM va travailler avec ILRI pour avoir des bulletins qui sont très spécifiques au domaine de l'élevage agropastoral. Voilà des exemples concrets qu'on aimerait bien voir plus souvent. Voilà. Je pense qu'on va faire la liste de choses concrètes et puis lui envoyer. Il ne faut pas hésiter.
En tout cas, merci beaucoup. Merci. On a pris le temps de vous écouter. Moi, je me suis délecté. J'ai appris beaucoup de choses. Mais j'aimerais laisser le temps au secrétaire exécutif du SILS pour sa légitimité à vraiment parler de ces questions, nous donner ses impressions libres et voilà, et conclure un peu cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Abdourahmane Ouane. Félicitations aux panélistes pour la qualité des analyses. Et merci à tous. Je vais parler en tant qu'éleveur ou en tant que secrétaire exécutif parce que hein, moi je suis un éleveur, donc je suis attentif à tout ce qui se passe dans les politiques et tout ça. Alors moi j'observe quand même qu'il y a une évolution importante ces dernières années en termes de politique, de perception, d'innovation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans nos États, on observe une évolution des perceptions sur l'élevage qui est de plus en plus quand même reconnu comme un secteur viable sur le plan économique. Dans nos recherches, on a montré que la décentralisation même a été pour quelque chose dans l'évolution des mentalités. Parce qu'au niveau local, on se rend compte que l'élevage est la principale source de la fiscalité locale. Donc, du coup, les élus locaux, surtout, sont obligés de faire attention avec l'élevage. Et souvent, les principales infrastructures même sont liées à l'élevage. Il y a également une évolution en termes de... Depuis les déclarations d'ailleurs de N'Djamena et de Nouakchott, quand même, il y a une nouvelle génération de projets qui ont eu des résultats intéressants. Le SILS coordonne 4 projets de PRAPS qui a été cité tout à l'heure de la Banque mondiale. Nous avons également le PREDIP qui est financé par l'Union européenne, le PEPISAO par l'Agence française de développement, et puis la BID aussi à travers un projet également sur les exploitations familiales, agro-pastorales. Voilà, donc nous sommes un pôle important dans ce domaine et nous avons réalisé beaucoup de choses sur les différents segments liés à l'élevage, si on peut s'exprimer ainsi, que ce soit dans le domaine de la santé animale. Le dispositif au niveau de la région est important et dense. Je crois que les couvertures de vaccination ont beaucoup changé à cause de cette intervention. Dans le domaine des infrastructures également, tout ce qui est lié au marché, au balisage de pistes de transhumance, des aires de pâturage, il y a eu des éléments importants. On est en train de faire une cartographie d'ailleurs des infrastructures mises en place au niveau de la région pour avoir vraiment une vie, un mapping de tout ce qui est fait en termes d'infrastructures. C'est la même chose également en termes de dialogue. Une partie de ces projets s'intéresse également aux questions de dialogue et de prévention des conflits dans le contexte sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la région. Les innovations aussi. Le téléphone, par exemple, a beaucoup changé les choses. On reçoit tous les avis du PREGEC aujourd'hui sur le téléphone pour dire voilà les zones à haut risque parce qu'il n'y a pas eu de pâturage, parce qu'il n'y a pas d'eau. Je crois que ça, c'est une évolution significative au niveau de la région sur la communication avec les éleveurs de façon générale. Il y a également l'utilisation de l'énergie solaire. Chez moi, au nord Niger, j'ai vu que ce sont les éleveurs même qui ont été à la pointe. Ce n'est pas une offre de service de l'État ou d'autres organismes. Ce sont les éleveurs eux-mêmes qui se sont mis à investir dans le solaire. Donc vous avez des puits aujourd'hui, au lieu de tirer de l'eau avec des ânes ou des chameaux, vous avez votre puits avec le solaire, vous mettez une pompe et puis vous avez de l'eau. Les gens même font de la réserve d'eau. Donc ce n'est plus de plus en plus, ce n'est plus une contrainte. Et puis le financement n'est pas si cher que ça quand ça passe par... Parce que c'est ça aussi.
comme tu es économiste, j'ai une question à te poser, mais après. Les coûts sont plus élevés quand ça vient de l'État et des projets. Avec 5 millions, tu peux faire toute cette installation dont je parle. Hein. Un puits, d'abord foncer le puits de 80-100 mètres, mettre la pompe solaire, la pompe immergée, mettre les installations solaires. Avec 5 millions, tu le fais. Mais j'ai dit aux gens, si c'est un projet, on va le facturer à 25 millions et le projet ne sera même pas bien, et l'infrastructure ne sera même pas bien faite. Ça vient après parce que ça fait partie des problèmes, la gouvernance des projets. La gouvernance des projets est une grande source, est un problème dans notre région. Comme quelqu'un l'a dit, c'est vous, je crois, madame disait tout à l'heure qu'on a mis énormément d'argent, mais il n'y a pas d'impact. Parce que les projets sont mal gérés. Je vous le dis, quoi. Les projets sont mal gérés. La deuxième chose, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent, mais même là, les financements restent encore quand même insuffisants. C'est quelques communes que le projet va suivre, c'est vraiment pas souvent l'ensemble des régions. Mais l'autre difficulté, c'est aussi de plus en plus la faiblesse de l'État, en particulier dans l'encadrement, les services offerts. Il y a de moins en moins d'argent d'élevage, hein, sur le terrain. Nous, quand on veut avoir quelqu'un aujourd'hui pour la vaccination, il faut aller le chercher en ville, le payer, le temps qu'il va se rester là au niveau du village. C'est devenu compliqué. Mais une autre difficulté également est liée à la conception même des projets. Il y a ces questions difficiles à comprendre. Par exemple, je vais citer même le président, comme elle vient du Tchad, c'est le président de la commission de l'Union africaine qui disait il y a 1 an ou 2 ans, le Tchad est le pays qui dispose du plus grand cheptel d'Afrique de l'Ouest, je crois, centrale. Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'Afrique de l'Ouest qui a les cheptels. Mais il dit, vous ne pouvez pas trouver un fromage ou un yaourt made in Tchad à N'Djamena. C'est un grand paradoxe. De la même manière, il y a un marché de viande rouge, par exemple, ou de, comment on l'appelle, au Moyen-Orient, et même dans les pays côtiers. Mais l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à présent, ne vend pas de la viande. On n'exporte pas de la viande. C'est quand même un paradoxe, malgré tout ce que nous avons comme cheptel. Donc, il y a des grandes initiatives à prendre. Et je pense que ça, ce n'est que le privé qui peut les faire. Et malheureusement, notre privé est très frileux en Afrique de l'Ouest. Les gens n'osent pas. Ça, c'est le directeur général de la BADEA qui me disait au Soudan que, en fait, lui, la mentalité, comme il vient d'Afrique de l'Ouest, la mentalité des Ouest africains, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas. Vous ne verrez pas. Je disais ça au Niger à l'époque. J'ai dit, mais vous ne verrez pas un homme d'affaires mettre 1 milliard ou 2 milliards pour dire qu'il développe, ou même 500 millions, qu'il développe un segment de l'élevage ou des choses comme ça. C'est quand même un problème, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Moi, en tant qu'éleveur, j'embête souvent mes collègues du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui par ailleurs sont mes amis, puisque moi-même je viens du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Je leur dis, je ne comprends pas votre affaire. Moi, j'appartiens à une zone, c'est moi qui l'appelle comme ça, la ceinture bovine du centre-ouest du Niger, où on a suffisamment de vaches. Et je leur dis, moi, je ne vois pas Moi, je leur dis, j'ai un troupeau important, mais je considère que ça ne me sert à rien. Pourtant, je suis moderne, mais je n'ai pas de débouché, je ne sais pas quoi. Je leur dis, je fais quoi? Comment vous pouvez aider des gens comme nous de 50 à 200 vaches? Comment on fait? Il n'y a pas de réponse. Et ça, moi, ça me tourmente toujours. Pourquoi j'ai autant de vaches, mais ça ne me sert à rien? À la limite, ça me crée des problèmes parce que chaque année, il faut gérer la soudure. Et c'était ça la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez évalué le coût de la soudure pastorale? Parce qu'un des grands problèmes, c'est la gestion de la soudure. Vous savez très bien je ne l'ai pas mentionné, mais un des grands problèmes de l'élevage,
c'est l'alimentation animale. Dans tous les segments là, le grand problème en fait, c'est l'alimentation animale. Comment on intègre la production fourragère dans nos systèmes actuels? J'ai parlé d'énergie solaire tout à l'heure et j'ai vu que de plus en plus de gens produisent du fourrage, de la luzerne et d'autres graminées qu'ils utilisent. Moi-même, cette année, j'ai sauvé mes vaches parce qu'il y a quelqu'un qui produisait de la luzerne dans notre région. Bon, c'est vrai que lui, il a beaucoup de moyens et vraiment, il a sauvé la région à cause, parce que c'est chez lui qu'on a acheté la luzerne. Le coût de la soudure, c'est important. Il faut le regarder. J'ai dit aux gens, à partir de mars-avril, vous ne vendez plus d'animaux. Parce qu'ils perdent du poids. Jusqu'en juillet. Il faut attendre les pluies jusqu'en août pour voir les animaux avec un embonpoint qui vous permet de les mettre sur les marchés. Et dans la même période également, la production laitière baisse de façon importante. Or, c'est la base de l'alimentation chez ces éleveurs-là. Mais en même temps, pour finir, c'est un secteur où les gens peuvent facilement progresser. Parce que les éleveurs moyens sont riches. Ils sont capables de faire face à ces situations-ci à l'offre de services. L'offre de services, c'est quoi? C'est quand il y a cette soudure-là, est-ce qu'il y a des aliments bétail? En général, vous les cherchez, même il n'y a même pas d'aliments bétail. Parce qu'en amont, les services ne sont pas couverts. Vous pouvez chercher, vous ne trouvez pas un sac de soins, vous ne trouvez pas de graines de coton. Voilà, c'est des problèmes importants, mais ça, c'est des gros financements. Ça a à voir avec nos financiers, nos grands éleveurs, ça a à voir avec les banques. Est-ce que les gens peuvent accéder vraiment au crédit pour pouvoir faire ce développement-là? Merci. Avec une note d'espoir, vous dites qu'il y a un gros potentiel. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment très, très clair. Je remercie vraiment très fortement les panélistes parce que je les ai vraiment ennuyés. Jusqu'au dernier moment, il y avait des questions qui changeaient, etc. Merci, madame, pour votre présence et puis pour tous ces enseignements qu'on peut tirer. Je pense qu'il y a une photo rituelle à la fin. Je ne sais pas comment ça se passe. Ouais. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très, très heureux. Moi, si je viens au Tchad, il faut que tu montres les choses.